Bienvenue dans notre plongée aujourd'hui, au cœur d'un sujet qui touche bien plus de monde qu'on ne le pense, le trouble phobique. Hmm. Les chiffres sont assez parlants. Près d'une personne sur 8 pourrait vivre une phobie spécifique. Et pour la phobie sociale, c'est environ 1 sur 20. C'est énorme en fait. Absolument. Et le référentiel SIM-CREZ qu'on explore là, il est très clair. Il définit le trouble phobique comme une peur, mais une peur vraiment intense, quasi irrépressible, Face à un objet précis, c'est ça? ou une situation. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'élément phobogène. Et la confrontation, ou même parfois juste l'idée d'y être confronté, ça déclenche une anxiété majeure. Jusqu'à l'attaque de panique parfois. Oui, ça peut aller jusque-là. Et surtout, ça pousse la personne à tout faire pour éviter la situation. Ce qui, bien sûr, perturbe énormément le quotidien. D'accord. Et on va voir qu'il y a des distinctions importantes. On va parler de la phobie sociale, la peur du regard des autres, et des phobies spécifiques. Voilà. Et aussi, on abordera le cas un peu particulier du refus scolaire chez les jeunes. Bon, notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel de ce référentiel pour bien comprendre tout ça. Alors, allons-y. Commençons peut-être par les phobies spécifiques. C'est la peur très ciblée d'un objet ou d'une situation bien définie. Genre les araignées, le vide, les piqûres. C'est ça. Les classiques, si on veut. Araignées, hauteur, injection, lieu clos. La peur est quasi immédiate et surtout, elle est complètement disproportionnée par rapport au danger réel, tu vois. Ouais, une peur brute, presque instinctive. Et ce qui est frappant, c'est l'évitement, non? La personne va parfois organiser toute sa vie pour ne pas être confrontée à ça. Précisément. C'est même un critère diagnostique essentiel. Le DSM-5 insiste là-dessus. Cette peur intense, l'évitement actif, le fait que ça dure plus de 6 mois en général, et bien sûr la souffrance ou l'altération du fonctionnement que ça cause. Ok. Et cet élément phobogène, il déclenche la peur quasi à chaque fois. Systématiquement, ou presque. C'est vraiment une réaction très, très directe. D'accord. Mais cette peur, elle n'est pas toujours liée à un objet, une araignée ou un ascenseur. Parfois, c'est plus diffus, c'est le regard des autres. Tout à fait. Et là, on bascule vers la phobie sociale ou trouble d'anxiété sociale. Là, la peur centrale, c'est celle d'agir d'une façon qui pourrait être jugée embarrassante, humiliante par les autres. Donc, parler en public, manger avec des gens, rencontrer des inconnus. Exactement. Ça peut toucher plein de situations sociales. Et ce qui est très fort ici, c'est l'anticipation. La personne redoute la situation bien avant qu'elle n'arrive. Ah oui, de l'anxiété anticipatoire. J'imagine que ça doit être épuisant. Extrêmement. Et ça s'accompagne souvent de symptômes physiques, tu sais, le cœur qui s'emballe, les rougissements, les tremblements. La peur fondamentale, c'est d'être jugé négativement. Et ça conduit aussi à l'évitement, hein. Oui, massivement. Éviter les soirées, les réunions, parfois même le travail ou les études, ça peut mener à un isolement social très important. Et là encore, les critères diagnostiques insistent sur le côté excessif de la peur et l'impact sur la vie. Et chez les enfants alors? On sait qu'ils ont des peurs, peur du noir, des monstres. C'est normal ça, non? Quand est-ce que ça devient une phobie? Bonne question. Oui, ces peurs enfantines font partie du développement normal. Ça devient pathologique quand c'est vraiment intense, que ça persiste et surtout que ça empêche l'enfant de faire certaines choses, que ça le handicape. Et le refus scolaire anxieux, c'est lié? Alors le refus scolaire anxieux, ça touche à peu près 1% des enfants. Ce n'est pas un trouble en soi, mais c'est souvent la manifestation d'autre chose. D'un trouble anxieux sous-jacent. Voilà. Ça peut être une anxiété de séparation, ou justement une phobie sociale qui s'exprime à l'école, ou même une phobie spécifique liée à l'école. Et forcément, les conséquences sur l'apprentissage et la socialisation sont importantes. Mais d'où ça vient tout ça? Est-ce qu'on est phobique ou est-ce qu'on le devient? C'est multifactoriel, comme souvent en psychiatrie. Il y a certainement des facteurs que vulnérabilité génétique, neurobiologique, mais aussi psychologique. Comme une faible estime de soi, par exemple. Oui, ça peut jouer un rôle, surtout dans la phobie sociale. Et puis il y a l'environnement, bien sûr. Un événement traumatisant peut déclencher une phobie spécifique. Et l'apprentissage? Voir ses parents avoir peur de quelque chose. Ça joue aussi, oui. L'apprentissage par observation, l'imitation. Si un enfant voit un parent paniquer devant une araignée, il peut intégrer cette réaction. Intéressant. Et comment ça évolue avec le temps? Une phobie qu'on a petit, ça peut passer tout seul? Oui, pour les phobies spécifiques, c'est assez fréquent. Beaucoup s'atténuent ou disparaissent en grandissant, à l'âge adulte. Par contre, Si ça persiste, c'est là pour de bon. si ça persiste à l'âge adulte, ça a tendance à devenir chronique, ouais.
Pour la phobie sociale, c'est un peu différent. Elle commence souvent plus tard, à l'adolescence, entre 10 et 20 ans environ. Et elle est plus tenace. Malheureusement, oui. Elle a une tendance plus marquée à la chronicité si elle n'est pas traitée. Et l'impact sur la vie sociale, professionnelle, affective peut être vraiment lourd et durable. Bon, alors, justement, si ça ne passe pas tout seul, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prise en charge recommandée? Alors là, le référentiel est très clair. Le traitement de première intention, c'est la psychothérapie. Et plus spécifiquement, les thérapies cognitivo-comportementales. Les fameuses TCC. Ok. Pourquoi les TCC en particulier? Parce que leur efficacité est vraiment bien démontrée, validée par de nombreuses études. Le principe de base des TCC dans les phobies, c'est l'exposition. L'exposition. Ça veut dire confronter la personne à ce qui lui fait peur. Ça a l'air rude. Ça peut sembler contre-intuitif, oui. Mais la clé, c'est que c'est fait de manière très progressive, très contrôlée et avec l'aide du thérapeute. On n'envoie pas quelqu'un dans la fosse aux serpents en direct, hein. D'accord, je vois, c'est graduel. Exactement. On appelle ça l'exposition graduelle. Souvent in vivo, c'est-à-dire en situation réelle. Mais ça peut commencer par l'imagination ou la réalité virtuelle parfois. L'idée, c'est d'aider le cerveau à désapprendre la peur, à constater que la situation redoutée n'entraîne pas la catastrophe attendue. Et on travaille aussi sur les pensées. J'imagine qu'il y a beaucoup de pensées négatives. Absolument. C'est l'autre volet important des TCC, la restructuration cognitive. On aide la personne à identifier ses pensées automatiques. Tout le monde va me trouver ridicule, je vais forcément paniquer, et à les remplacer par des pensées plus réalistes et adaptées. Et pour la phobie sociale, le groupe, ça peut aider? Ah oui, les TCC de groupe sont même particulièrement indiqués pour la phobie sociale. Ça offre un cadre sécurisé pour s'entraîner aux interactions sociales, pour faire des jeux de rôle, c'est très efficace. D'accord. Et les médicaments dans tout ça, est-ce qu'ils ont une place? Alors, point crucial. Pour les phobies spécifiques, le référentiel est formel. Aucun médicament n'a vraiment prouvé son efficacité sur le fond du problème. Même pas un petit anxiolytique avant de prendre l'avion? Les anxiolytiques comme les benzodiazépines, ça peut dépanner ponctuellement pour calmer une grosse angoisse, oui. Mais ça ne traite pas la phobie elle-même. Et surtout, il y a un risque non négligeable de dépendance. Et ça peut même gêner le travail en TCC. Donc, on évite autant que possible. Ok. Et pour la phobie sociale? Là, c'est un peu différent. Pour les formes sévères, invalidantes, certains antidépresseurs peuvent être utiles, principalement les ISRS ou les IRS-NA. Qui agissent sur la sérotonine, c'est ça? Entre autres, oui. Ils agissent sur certains neurotransmetteurs pour aider à réduire l'anxiété de fond, l'anxiété anticipatoire. Ça ne guérit pas la phobie sociale en soi, mais ça peut rendre la personne plus accessible au travail psychothérapeutique, ça peut faciliter les TCC. Donc, une combinaison TCC plus médicaments parfois. Oui, pour les formes modérées à sévères de phobie sociale, c'est souvent l'approche recommandée. Quant au refus scolaire, comme on disait, l'approche doit être globale, multidisciplinaire, impliquant les parents, l'école, les soignants. Bon, eh bien voilà une exploration qui nous éclaire pas mal. Ce qu'on retient, c'est que ces troubles phobiques sont fréquents, avec cette grande différence entre la phobie spécifique, la peur d'un truc concret, et la phobie sociale, la peur du jugement. C'est ça, la distinction est fondamentale, la peur d'un objet ou d'une situation versus la peur d'une évaluation sociale négative. Et l'impact peut être lourd, mais, et c'est le message important, il y a des solutions efficaces avec les TCC qui sont vraiment en première ligne, basées sur cette idée d'affronter progressivement sa peur. Exactement, comprendre le mécanisme et savoir qu'on peut apprendre à y faire face grâce à des approches validées comme les TCC, c'est vraiment un message d'espoir important pour les personnes qui en souffrent. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être une question pour aller plus loin. Si beaucoup de phobies spécifiques de l'enfance disparaissent comme ça, naturellement, qu'est-ce qui fait que certaines, elles, s'installent? Qu'est-ce qui les ancre et les fait devenir chroniques à l'âge adulte? Quel facteur joue là-dedans? Voilà, une petite piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir fait cette plongée avec nous. Merci à toi.